Voilà, donc cette séquence est la deuxième partie de l'introduction à la notion de potentiel. Mon but est toujours de t'expliquer ce qu'est le potentiel électrique, mais j'ai choisi de faire cette introduction avec le potentiel gravitationnel. Donc dans cette séquence, on va encore rester sur le potentiel gravitationnel. On va bien approfondir les choses, tu verras, ce sera beaucoup moins facile que la première partie, mais au moins ça aura le bénéfice de bien te préparer à la notion de potentiel électrique. Donc voilà, on va ici reprendre la dernière illustration qu'on avait vue dans la première partie, c'est l'illustration bien entendu du potentiel gravitationnel. On reconnaît ici les plans équipotentiels avec leur potentiel gravitationnel qui est de 40 joules par kilo ici. Ici j'ai le plan à 30 joules par kilo, ici à 20, ici à 10 joules par kilo. Alors voilà, on sait bien que la notion de potentiel gravitationnel est utilisé pour faire des bilans énergétiques, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs sur cette illustration, on avait vu ce petit bonhomme qui passait ici, au départ il était à l'arrêt ici à 40 joules par kilo, et puis il arrive ici comme on peut le voir au niveau équipotentiel, sur le plan équipotentiel de 10 joules par kilo, il a donc perdu un potentiel de 30 joules par kilo, et s'il pèse 30 kilos, je vais prendre ces 30 joules par kilo perdus, multiplié par 30 kilos, ça va me faire 900 joules. Ça veut dire que ce petit bonhomme est passé de l'arrêt ici à une vitesse qui va correspondre à une énergie cinétique de 900 joules. Bien sûr, si je néglige les frottements, comme on fait toujours dans ce genre de raisonnement, je ne tiens pas compte des frottements. Voilà, donc on avait bien terminé sur cette idée que le potentiel gravitationnel est un champ scalaire. En chaque point de l'espace, je peux mettre un nombre qu'on va appeler le potentiel gravitationnel et qui va caractériser le champ gravitationnel par rapport à sa dimension énergétique. En ce point-ci, j'ai 40 joules par kilo, ici j'ai 30 joules par kilo, ici entre les deux quelque part, j'ai 35 joules par kilo. Je peux faire ça exactement en chaque point, exactement comme on peut le faire d'ailleurs avec le champ d'accélération gravitationnelle qui lui est un champ vectoriel. Je passe d'un champ scalaire à un champ vectoriel. Le champ vectoriel est utilisé pour caractériser la gravitation dans sa dimension de force. La force gravitationnelle est forcément un vecteur et c'est donc normal de retrouver ce caractère vectoriel ici pour l'accélération. La force s'obtient en multipliant G par M et l'accroissement d'énergie qu'on va avoir d'un plan à l'autre, d'un plan équipotentiel à l'autre, on va l'avoir en multipliant la différence de potentiel par la masse, exactement comme on le fait ici. Différence de potentiel de 30 joules par kilo fois la masse de 30 kg, ça me donne bien les 900 joules dont je te parlais il y a quelques secondes. Voilà, ceci te replace bien le contexte, c'est à ça que sert cette notion de potentiel, ça sert à faire des bilans énergétiques. Alors voilà, je vais encore t'illustrer tout ça, mais cette fois-ci dans le cadre de la légende de la pomme de Newton. Tu connais bien cette légende, on dit que Newton était en pleine réflexion, sous son pommier, et tout à coup, une pomme s'est décrochée du pommier pour venir frapper le crâne de Newton. Et ce choc a provoqué tout simplement l'illumination de la loi de la gravitation universelle. Donc voilà, c'est cette scène-là qu'on va reprendre ici. Alors je vais d'abord expliquer tout ce que j'ai représenté. On voit d'abord l'axe Z ici qui repère les hauteurs dans le champ gravitationnel. Il est forcément important cet axe, c'est ça qui va me donner la valeur de la hauteur ici, qui me donnera le potentiel gravitationnel quand je multiplierai cette hauteur par G. G qui vaudra 10 mètres par seconde au carré. Et tu vois que pour Z, le Z égale à 0, la référence ici, je l'ai choisie au niveau de la hauteur de la pomme. Ça, c'est la pomme qui va tomber sur la tête de Newton. Je choisis le 0 à ce niveau-là. Rappelle-toi qu'on peut choisir le 0 où on le veut, puisque la seule chose qui compte, ce sont des différences de potentiel. Quand on fait des bilans énergétiques, on fait toujours des différences. Et donc, que le 0 soit là ou ailleurs, les différences seront toujours les mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand je suis plus bas ici que le niveau 0, je vais tomber sur des potentiels négatifs. Par exemple, ici, je suis à 50 cm sous la pomme, ici, et donc 0,5 fois 10, ça va bien me donner 5, avec ici
moins 0,5, je suis bien sous le 0, et c'est donc bien moins 0,5 fois 10 qui me donne le moins 5 qui est ici. Donc voilà, je représente ici tout simplement le potentiel gravitationnel qui est un champ scalaire. À chaque point de l'espace, je peux associer un nombre, qui est donc un scalaire, par opposition au vecteur de l'accélération gravitationnelle. Voilà, et on constate donc que le niveau de la tête de Newton ici est à moins 20 joules par kilo. Voilà, j'attire ton attention là-dessus puisque c'est bien là que la pomme va arriver. Donc voilà, je vais me servir ici du champ d'accélération, le champ vectoriel d'accélération gravitationnelle pour représenter la force qui s'exerce ici sur la pomme de Newton. Alors voilà, cette force est suffisamment grande pour briser la petite tige de la pomme ici. La pomme va tomber sur la tête de Newton. Je vais arrêter l'animation juste avant le choc, comme tu vas voir. Voilà, on s'arrête juste avant le choc pour analyser la situation. Alors voilà, la pomme est arrivée au niveau de moins 20 joules par kilogramme. Ceci, c'est le plan horizontal équipotentiel à moins 20 joules par kilo. Ça signifie que si la pomme pèse 100 grammes, c'est-à-dire qu'elle a une masse de 0,1 kg, je vais faire m fois g fois la différence de potentiel pour avoir l'énergie acquise par la pomme. La différence de potentiel, on voit, elle est de moins 20 joules par kilo. Moins 20 joules par kilo fois 0,1, ça me fait moins 2 joules. J'ai perdu 2 joules d'énergie potentielle avec la pomme ici. Ça veut dire que Newton ici, dans une fraction de seconde, va recevoir un choc de 2 joules sur la tête. Voilà. Alors avant de passer au choc, on va encore analyser la situation. Ces 2 joules, je vais l'écrire ici sous forme d'une différence d'énergie. La différence d'énergie que j'ai entre ces deux niveaux, pour la pomme, il s'agit bien ici d'une différence d'énergie potentielle, que je donne ici comme étant égale à 2 joules. Alors je n'associe pas de signe encore à ça, c'est la valeur absolue de cette différence que je considère ici. Mais on voit bien sûr, qu'il s'agira de moins 2 joules à moins 20 fois 0,1, ça me fait bien moins 2 joules de perdu. Moins 2 joules de perdu, ça veut dire que l'énergie cinétique va être de 2 joules. Voilà, je peux aussi traduire ça autrement en disant que si je lève la pomme depuis ce niveau de moins 20 joules par kilo au niveau 0, je vais augmenter le potentiel, cette fois-ci de 20 joules par kilo, avec 0,1 kg de masse, ça va bien me faire 2 joules de travail. Le travail qui sera bien donné par mg. Alors mg ici, c'est 0,1 fois 10, ça me fait 1, c'est tout simple dans ce cas-là, donc c'est 1, c'est juste le delta z. Effectivement, on voit que le delta z est bien de 2. De 2, c'est bien correspondant donc à ces 2 joules si mg vaut 1, ce qui est bien le cas dans cette illustration. Donc voilà, tout ça tient bien, on voit que tout est bien cohérent. Ce gain d'énergie cinétique de 2 joules peut aussi être vu comme le travail nécessaire ici pour monter la pomme de 2 mètres de haut. Voilà, alors maintenant on va laisser le choc s'opérer et on va voir donc l'illumination de Newton. C'est la loi de la gravitation universelle qui apparaît ici. La loi de la gravitation universelle qui donne la force exercée sur la pomme. C'est ça la loi de la gravitation universelle et on voit que cette force est donnée par une expression mathématique relativement compliquée. On retrouve la masse de la pomme ici. Ici, en fait, c'est la masse de la Terre, le grand M. Et G, c'est la constante de gravitation universelle. Alors, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails. On va rester ici sur cette expression mathématique. Et ce qu'on voit ici, c'est que cette force dépend de la distance par rapport au centre de la Terre. Le R ici, c'est la distance par rapport au centre de la Terre. C'est la coordonnée radiale. C'est la coordonnée radiale qui est représentée ici, qu'on prend avec un 0 au centre de la Terre. Alors si je compare ça à la force gravitationnelle telle qu'on l'exprime d'habitude, d'habitude on ne se pose pas trop de questions, quand on fait une expérience proche de la Terre, le G ici est considéré comme constant, et on dit que la force est m fois G, G valant à peu près 10 mètres par seconde au carré. D'accord, mais on voit en fait que dans la loi de la gravitation universelle, Newton a découvert que G, le G, c'est ceci, le G ici, je le retrouve ici dans moins Gm sur R carré 1R. Il suffit de regarder le M, et tout ce qu'il y a en dehors du M, ce sera le G qui est ici. Et c'est ça que j'ai représenté ici. C'est le champ d'accélération gravitationnelle avec
sa variation, hein, si je suis très loin de la Terre, cette variation va se faire sentir, une variation en 1 sur r carré, en moins 1 sur r carré, il faudrait dire, hein, c'est-à-dire que le champ est bien dirigé vers le centre de la Terre, ici. C'est le signe moins, bien sûr, hein, le vecteur unitaire radial, tu commences à connaître, hein, c'est toujours le même, c'est celui qui va par là, et donc forcément, G est en moins 1R. Voilà, ça veut dire que la force, hein, le poids d'un objet diminue en fait en 1 sur r carré. Plus on s'éloigne de la Terre, plus un objet devient léger. C'est bien ça que Newton a découvert, et cette décroissance est en 1 sur r carré, exactement comme le champ électrique d'une charge ponctuelle. Hein, et tu vois là où je veux en venir, hein, je vais essayer de te familiariser à la notion de potentiel pour des champs qui sont donc maintenant variables. Un champ vectoriel variable va donner un potentiel qui sera plus complexe, hein, c'est ce qu'on va découvrir ici. Donc, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on considère que G est constant quand on considère des expériences donc, à petite distance de la surface de la Terre? Ben, c'est tout à fait logique. Hein, quand je suis à petite distance à la surface de la Terre, ici, je suis au niveau du rayon de la Terre. Un grand R, c'est le rayon de la Terre. Voilà, le grand R ici, ça caractérise le rayon de la Terre, hein, c'est la distance à laquelle on se trouve du centre de la Terre, qu'on se trouve 1 mètre plus haut, 1 mètre plus bas, ça ne fait pas grande différence, il est clair hein, que ce R ne change pas beaucoup. Hein, donc si je regarde la valeur de G que j'ai ici à la surface de la Terre, je vais mettre le petit r ici, je vais le remplacer par grand R, hein, c'est bien ça que ça veut dire, voilà. Je suis bien ici à une distance du centre de la Terre qui est le rayon de la Terre. C'est ce qui se passe ici. Hein, pour la scène qu'on est en train d'observer ici, la tête de Newton est juste 2 mètres plus bas que la pomme. C'est pas ces 2 mètres hein, sur les 6370 km du rayon terrestre qui vont faire quelque chose, qui vont faire la moindre différence. On considère bien sûr que G est à peu près constant, hein, c'est les 9,81 mètres par seconde au carré que tu connais bien, et que moi j'ai encore simplifié ici en disant que c'était à peu près 10 mètres par seconde au carré, ce que je considérerais bien sûr dans cette deuxième partie de l'introduction également. Donc voilà, hein, on a considéré jusqu'à présent que G était une constante, et bien maintenant on va généraliser ça au cas d'un G qui est variable en 1 sur r carré, et ceci, ce sera une excellente préparation à la notion de potentiel électrique, puisque le champ électrique varie aussi en moins 1 sur r carré 1R. Donc voilà, la question est maintenant, que sera l'expression du potentiel gravitationnel si on tient compte de la variation de G en fonction de R? Voilà, on va donc adresser ce problème, et pour ça, ce que je vais faire, c'est considérer de nouveau la pomme de Newton, mais cette fois-ci, je vais la considérer à très grande distance par rapport au rayon de la Terre. Hein, le rayon de la Terre, ici, je le prends 3-4 fois ici. Je mets la pomme là, donc je suis à très haute altitude, et je considère donc la pomme à cet endroit-là. Alors, la pomme à cet endroit-là subit une certaine force qui sera donnée donc par m fois g, hein, c'est la force ici, exprimée dans la loi de la gravitation universelle de Newton, hein, c'est-à-dire que je dois juste considérer le R auquel je me trouve ici, et j'ai l'expression de la force dans ce que j'ai ici, hein, ce sera m fois g, masse de la Terre, divisé par r carré. Alors tu vois qu'ici j'ai exprimé la force en module, hein, je ne vais pas me poser de questions sur le signe, le caractère vectoriel, c'est pas nécessaire. J'ai ici l'expression de la force que je dois combattre si je veux ici bouger la pomme dans le champ gravitationnel. Et précisément, c'est ce que je vais faire. Hein, comme je l'ai fait ici en te signalant que ces 2 joules correspondaient au travail nécessaire pour monter du niveau moins 2 mètres au niveau 0 mètre, je vais faire la même chose ici. Je vais considérer que la pomme, je vais la bouger, que pour la bouger j'ai besoin d'un travail, que ce travail va correspondre à une augmentation de l'énergie potentielle. Donc voilà, pour ça, je vais donc devoir considérer le travail de cette force quand je vais me déplacer ici le long de l'axe de coordonnées radiales. Mais cette force, bien sûr, elle est variable. Hein, pour calculer le travail à effectuer, ce ne sera pas aussi facile qu'ici. Ici, la force était constante, je pouvais tout simplement prendre la force et la multiplier par la distance. mg fois delta z. Ça c'est fini ici. Hein, je peux considérer que la force est constante seulement sur des tout petits déplacements infinitésimaux dr. Là je peux considérer que la force est une constante puisque le dr est arbitrairement petit. Je peux prendre la force mgm sur r carré, mgm sur r carré fois dr. Ceci, ce sera bien un petit travail infinitésimal sur le déplacement
infinitésimale dr. Et bien sûr, l'idée, pour obtenir le travail que je vais devoir effectuer pour déplacer la masse d'un point donné à un autre, eh bien, je vais devoir sommer tous ces petits travaux élémentaires. Tous ces petits travaux infinitésimaux, je vais les sommer, et bien sûr, on va retrouver ici la notion d'intégrale. Le travail complet, ce sera la somme de tous ces petits travaux que je vais faire de petit dr en petit dr, et tous ces petits dr, effectivement, je vais les sommer ici, multipliés par la force qui va dépendre de r. Et c'est donc bien véritablement une intégrale que je dois calculer. Ce n'est plus aussi simple qu'avant, où c'était un simple produit de la force par le déplacement. Voilà, donc ça, je vais l'effectuer depuis 0 jusqu'à l'infini, comme tu viens de le voir ici, apparaître. Pardon, pas depuis 0, depuis une certaine position que je vais appeler R jusqu'à l'infini. Donc je vais mettre les bornes ici, R à l'infini. Alors ici c'est un peu confus, parce que j'ai du R ici, j'ai du R là, il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Si un mathématicien voyait ça, il ne serait pas content. On va donc le satisfaire ici. Le R qui est ici, c'est la variable de position, et je dis que je pars d'un point R. Donc il y a une contradiction, bien sûr. Je vais donner un autre nom ici à la variable de position. Je vais l'appeler R' pour cette raison-là. Donc R', ça va être la position de la pomme ici, le long du déplacement que je vais faire dans cette intégrale. Donc voilà, je vais appeler ça R'. Donc ici, le déplacement se fait forcément par rapport à la variable R', bien sûr. Ça devient la variable de position, donc je l'indique. Et forcément, ici, la force aussi va dépendre de R', ce qui est maintenant indiqué. J'ai bien R' carré. Voilà, je peux donc maintenant tranquillement considérer un point R donné et me déplacer en R' depuis R jusqu'à l'infini. Voilà, alors ça c'est le côté pratique de la physique, c'est que le langage de la physique c'est des mathématiques et on peut très bien envisager d'aller jusqu'à l'infini. Ça devient une expérience de la pensée, mais on peut le faire. Donc voilà, c'est ce que je vais considérer. Je vais aller jusqu'à l'infini, c'est pratique l'infini, parce qu'à l'infini, il n'y aura plus d'interaction avec la Terre. La force diminue en 1 sur R carré, et donc à l'infini, la force est nulle. Et ce sera donc une excellente référence, notamment une référence d'énergie potentielle nulle. Donc voilà, avant d'arriver à ça, je vais calculer ici cette intégrale. Maintenant, je suis prêt à le faire parce que je mets le prime ici aussi, bien entendu. Donc voilà, cette intégrale-là, je vais d'abord sortir tout ce qui est constant de l'intégrale, bien sûr. Voilà, je vois que je dois juste intégrer 1 sur R' carré dr'. Alors, ça c'est pas trop compliqué, je connais la primitive de 1 sur x carré, je sais que c'est moins 1 sur x, c'est ce que je vais écrire ici. On sait bien que la dérivée de 1 sur x par rapport à x, c'est moins 1 sur x carré. Ça veut dire que la primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Si je mets le moins là, c'est facile. Et donc la primitive de 1 sur R' carré, quand j'intègre par rapport à R', c'est forcément moins 1 sur R'. Donc cette intégrale est très facile, voilà, elle est faite. Je mets bien sûr les crochets correspondants ici, avec les bornes. J'ai donc bien R et l'infini. Alors je vais commencer avec la borne supérieure. Moins 1 sur l'infini, c'est 0. Et il me restera donc moins 1 sur R'. Alors en remplaçant R' par R, ça me donne moins 1 sur R. Le moins par moins donne plus. Et j'ai donc bien ceci comme travail à effectuer. Le travail à effectuer sera donné par M, la constante de gravitation universelle. M, c'est la masse de la pomme, rappelle-toi, ça c'est la masse de la Terre. Et puis je vois un 1 sur R. 1 sur R, où R est juste la position que j'ai ici par rapport au centre de la Terre. Donc voilà, ceci c'est le travail qu'il me faut pour partir de l'altitude, c'est pas vraiment l'altitude, c'est la distance par rapport au centre de la Terre, R jusqu'à l'infini, déplacer la pomme de Newton depuis là jusqu'à l'infini, ça me demande ce travail-là. Et on voit que le travail est en 1 sur R, plus, je suis proche de la surface de la Terre, plus R est petit, et donc plus ce travail est grand, ça a tout à fait son sens bien sûr, plus je suis haut en altitude, plus R est petit, plus R est grand, et le travail est petit, c'est normal, j'ai déjà, si je suis haut, j'ai déjà toute une partie du travail qui est effectué, j'ai plus grand chose à faire. Tout ça, ça a du sens, on comprend clairement que le résultat puisse être égal à ceci. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, c'est prendre la référence à l'infini ici, je vais considérer que la pomme, qui n'a plus d'interaction avec la Terre, je suis à l'infini, je répète, quand R vaut l'infini, la force elle est nulle. La pomme ici est en plein vide intersidéral,
on va supposer qu'elle n'a aucune vitesse, qu'elle n'a aucune énergie, donc c'est ce que je vais appeler donc l'énergie nulle. C'est la référence d'énergie nulle. Je vais dire que son énergie potentielle est nulle là-haut. Exactement comme j'ai décidé ici que l'énergie nulle serait au niveau de départ de la pomme. Je peux choisir le zéro où je veux, puisque tout ce qui compte, ce sont les bilans énergétiques. Voilà, donc le zéro est là. Si j'ai un travail à effectuer pour passer de la position R à l'infini qui est égal à ceci, ben ça veut clairement dire que l'énergie potentielle ici vaut moins mgm fois 1 sur R. C'est-à-dire moins ceci. Effectivement, hein, ici j'ai bien cette énergie potentielle. Pourquoi ? Parce que si, à partir de ce niveau d'énergie potentielle, je dois effectuer ce travail-là pour arriver à zéro, ben ça veut bien dire que ceci, c'est l'opposé de ça. Hein, c'est bien ça l'idée. Hein. Rappelle-toi, quand on fournit un travail à partir d'un certain niveau d'énergie potentielle, eh bien, ce travail correspond à l'accroissement d'énergie potentielle. C'est ce que je te dis ici. Hein, ces 2 joules correspondent ici à un travail de 2 joules pour passer de moins 2 joules d'énergie potentielle à 0. Et donc, voilà, le travail apporté ici, à ce niveau d'énergie potentielle, va bien m'amener à 0. Moins mgm fois 1 sur R, plus mgm fois 1 sur R, ça me donne bien le 0 qui est ici. Hein, j'espère que c'est bien clair pour toi ici. Hein, c'est bien ici une énergie potentielle négative, exactement comme j'avais ici une énergie potentielle négative quand je multiplie moins 20 par la masse de la pomme. J'avais bien les moins 2 joules ici. Voilà, donc j'ai l'énergie potentielle. Le potentiel gravitationnel est défini comme étant cette énergie potentielle divisée par la masse. Rappelle-toi, c'est le but de cette notion de potentiel gravitationnel, c'est d'avoir la possibilité de caractériser le champ gravitationnel dans sa dimension énergétique sans dépendre de la masse de l'objet qu'on considère. Et donc je divise par cette masse. Et effectivement, le résultat qu'on a ici ne dépend donc plus de m. C'est juste la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre fois 1 sur R avec un signe moins. Et donc j'ai la réponse à ce que je voulais ici. C'est le potentiel gravitationnel de la Terre à une certaine distance R du centre de la Terre. C'est le potentiel que j'ai ici à toute distance R. Ce sera donné par cette fonction. Alors voilà, cette fonction, elle pose souvent problème. On verra qu'on la retrouvera en électricité. Voilà, elle est ici. Elle n'est pas si facile que ça à appréhender parce qu'on travaille avec des énergies négatives, des potentiels négatifs. Si je multiplie par la masse, ça donnera des énergies négatives. C'est pas si facile de se familiariser avec ça. Donc voilà, c'est pourquoi je fais cette introduction d'ailleurs. C'est pour faire les choses progressivement avec quelque chose ici qui peut s'appréhender assez facilement parce que c'est une force qu'on connaît bien et qui est simple. Donc voilà, ça, c'est bien la fonction que je représente ici, c'est le graphe de la fonction moins gm fois 1 sur r. Alors ici, j'ai représenté le rayon de la Terre, comme tu peux le voir. Alors bien sûr, la loi de la gravitation universelle ne fonctionne plus à l'intérieur de la Terre, donc je dois tout arrêter ici, en deçà de ce rayon terrestre. Donc voilà, tout ceci ne sera plus valable à l'intérieur de la Terre, mais dès que j'arrive à la surface de la Terre, eh bien, ceci représente le potentiel gravitationnel. Et je vois donc que j'ai un potentiel gravitationnel qui est négatif ici, à la surface de la Terre. Je me trouve ici à la surface de la Terre, comme Newton avec sa pomme. Eh bien, on se retrouve à un potentiel gravitationnel qui est négatif, qui vaut moins gm sur grand R. Il m'a suffi de remplacer petit r qui est ici en horizontal, par grand R pour avoir la valeur du potentiel en ce point. Voilà, alors cette différence de potentiel que j'ai là va me donner l'énergie qu'il faut à un objet pour obtenir une énergie nulle, c'est-à-dire me retrouver à l'infini, comme la pomme de Newton que j'évoquais tout à l'heure. Si tu veux prendre la pomme de Newton et l'envoyer à l'infini, eh bien il te faudra une énergie qui sera tout simplement gm sur r fois la masse de la pomme. Voilà, et c'est pour ça qu'on peut estimer qu'on est enfermé dans le potentiel de la Terre. Parce qu'on verra, on va illustrer ça dans quelques minutes, l'énergie qu'il te faut pour te libérer de la Terre, elle est tout simplement gigantesque. Voilà, c'est pourquoi on appelle ceci un puits de potentiel.
En physique, on appelle ça un puits de potentiel. On se retrouve à la surface de la Terre comme enfermé dans un puits de potentiel. Voilà, la profondeur du puits de potentiel, c'est celle-ci. Quand on est à la surface de la Terre, ça signifie que pour se libérer de la Terre, eh bien, il faudra fournir de l'énergie qui sera donnée par Gm sur R fois la masse de l'objet qu'on veut libérer du champ gravitationnel de la Terre. Donc voilà, ça c'est la différence de potentiel que je dois appliquer pour libérer un objet de la surface de la Terre plus simplement, du champ gravitationnel de la Terre. Ce sera Gm sur R, parce que si je passe de là à l'énergie nulle, eh bien je dois effectivement rajouter ceci. Ça c'est la différence de potentiel dont j'ai besoin pour me libérer du puits de potentiel de la Terre, quand je suis à la surface de la Terre. Voilà, alors on va un petit peu illustrer ça. On va donc multiplier par la masse. Comme ça, j'ai bien l'énergie. Maintenant, ceci représente bien l'énergie dont j'ai besoin pour me libérer de la Terre. Alors, pour se libérer de la Terre, il faut tellement d'énergie qu'en général, il faut des fusées. Okay, c'est avec une fusée qu'on fait ça. Et donc, on va regarder ici quelle est la vitesse qu'il faut donner à la fusée pour qu'elle arrive à se libérer de la Terre. Et ça, je vais l'obtenir, bien sûr, en égalant cette énergie à l'énergie cinétique qu'il me faut pour remonter tout ce potentiel. Tout ce potentiel, je vais le remonter si je donne l'énergie cinétique qui correspond à cette différence de potentiel multipliée par la masse. Ceci devient donc la masse de la fusée, bien sûr. Donc voilà, je vais calculer le V carré. On voit que les M se simplifient. On avait déjà cette simplification dans la première partie. Rappelle-toi, quand j'ai calculé la vitesse qu'il fallait pour monter la boule en haut de la rampe, j'avais aussi cette simplification. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait un artifice. Je vais reprendre en arrière, je vais multiplier au-dessus et en dessous par R. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, pour ne pas être confronté au calcul de G, de la masse de la Terre, etc. Je vois ici Gm sur R carré. Gm sur R carré, qui n'est rien d'autre que l'accélération gravitationnelle au niveau du rayon terrestre, c'est-à-dire à la surface de la Terre. Et ça, on la connaît bien. On sait que c'est le G dont on a l'habitude, c'est les 9,81 mètres par seconde au carré ou les 10 mètres par seconde au carré que je considère jusqu'à présent. Donc ce que j'ai fait ici, c'est bien remplacer le Gm sur R carré par le petit g auquel on est habitué. Voilà, et ça va me permettre de connaître la vitesse qu'il me faut pour libérer un objet, et on voit que cette vitesse sera indépendante de la masse de cet objet. Voilà, je peux y aller vite, je vois que j'aurai ici le 2 qui va venir ici, 2gr, j'aurai donc racine de 2gr. Ça, c'est la vitesse que je dois donner à une fusée pour qu'elle quitte la surface de la Terre, pour se libérer du champ gravitationnel de la Terre et possiblement donc arriver à l'infini. Alors si on fait le calcul, voilà, tu vas prendre 6370 km, tu prends G qui vaut à peu près 10 mètres par seconde, tu prendras 9,81 avec ta calculette pour être tout de suite plus précis, tu multiplies par 2, tu prends la racine et tu obtiendras 11,2 km par seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération du champ gravitationnel terrestre. C'est une vitesse qu'il faut connaître pour envoyer une fusée en dehors du champ gravitationnel terrestre. C'est la vitesse qu'il faut atteindre. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc la vitesse de libération. Alors cette vitesse, elle est importante, 11,2 km par seconde, essaye de t'imaginer, 11,2 km en une seconde. Ça représente l'importance de ce puits de potentiel. On n'arrive pas n'importe comment à se libérer à sortir de ce puits de potentiel gravitationnel. Voilà. Alors, cette valeur importante correspond effectivement au potentiel gravitationnel, aux grandes valeurs du potentiel gravitationnel qu'on a. Si je prends le potentiel gravitationnel qui est ici, si je prends pour petit r le rayon terrestre, eh bien je trouve ici moins 6, 10 exposant 7 joules par kilo. C'est-à-dire que j'ai moins 60 millions de joules par kilo. Ça veut dire qu'il me faut 60 millions de joules par kilo pour libérer une masse du champ gravitationnel terrestre. Alors essaye de t'imaginer avec une fusée qui pèse plusieurs centaines de tonnes, l'énergie qu'il faut. C'est assez gigantesque. Ici j'ai représenté les valeurs
du potentiel gravitationnel à plusieurs distances qui sont chaque fois un multiple du rayon terrestre. Ici, je suis à 1 rayon terrestre, là, je suis à 2 rayons terrestres, 3, etc., etc. En altitude, ça fait 1 rayon terrestre, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà, on voit que le potentiel diminue en 1 sur R, bien entendu, et on constate aussi, bien sûr, que cette fois-ci, les équipotentiels sont des sphères. On se doute bien ici que tout est complètement isotrope, quelle que soit la direction que je prends, ce sera toujours la même courbe ici que je vais devoir remonter, et donc forcément, toutes les valeurs ici, par exemple le moins 3 10 exposant 7 que j'ai ici, je vais le retrouver pour tous les points à égale distance du centre de la Terre, et ça, ce sera forcément une sphère, on aura une sphère équipotentielle. Voilà, et ces valeurs de potentiel gravitationnel, je peux t'assurer qu'il faut bien les avoir à l'esprit quand on envoie une fusée dans l'espace. Une fusée dans l'espace qu'on peut envoyer pour explorer l'espace, comme on l'a fait en 1969 pour explorer la Lune. C'est une belle aventure humaine qui a été possible grâce à Newton, grâce au génie de Newton, et en particulier grâce à cette notion de potentiel gravitationnel. Voilà, c'est ici que se termine cette deuxième partie de l'introduction au potentiel. Je pense que maintenant tu es vraiment prêt à aborder la notion de potentiel électrique. Tu vas voir qu'on va faire des choses qui sont extrêmement proches de ce qu'on vient de voir dans cette séquence. Voilà, je peux ici donc te dire à bientôt et te remercier pour ton attention.